Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est... Allons, prêt, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 27e Formule Express de retour à l'écran. Une formule consacrée à l'un des films français majeurs du début des années 80. Ciao Pantin de Claude Berry avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral et Philippe Léotard. Sorti en plein cœur de l'hiver 1983, ce polar sombre, parfaite peinture d'une société en crise, de plus en plus gangrénée par le trafic de drogue, fait encore aujourd'hui consensus et offre à Coluche le rôle de sa vie. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu ou qui l'auraient oublié, Ciao Pantin, ça parle de quoi ? Ciao Pantin, c'est l'histoire de Lambert, un ancien flic devenu pompiste de nuit dans une station-service du 18e arrondissement de Paris et qui se prend d'amitié pour Ben Soussan, un jeune dealer du quartier. Un jour, Ben Soussan, qui rappelle à Lambert son fils mort d'une overdose, se fait assassiner. Le pompiste décide alors de le venger. Je veux retrouver le mec qui a tué Ben Soussan. Il s'appelle Mahmoud. Je veux savoir où il habite. Il fréquente un bar qui est situé rue Lorillon et qui s'appelle chez Rachid. Eh ben tu sais où le trouver, t'as qu'à le faire tout seul. Avec ma gueule de flic. Pauvre con. Puis moi j'en ai rien à foutre. Nous sommes en 1982. Christian Spielmaker, le secrétaire particulier de Coluche, cherche à donner un nouvel élan à la carrière cinématographique de l'humoriste, lassé de le voir enchaîner les comédies de qualité inégale. Coluche vit également à cette époque une période noire, entamée par une campagne présidentielle périlleuse qu'il a dû abandonner suite à diverses menaces. À cela s'est ajouté un divorce douloureux, et surtout la mort de son ami Patrick Devers, dont il se sent en partie responsable. Coluche lui avait en effet offert la carabine avec laquelle Devers s'était suicidé. Spielmaker profite donc d'un voyage en train pour acheter quelques livres. Parmi ces livres, il y a le roman Ciao Pantin, écrit par Alain Page, auteur mais également scénariste, créateur notamment de la série Cordier juge et flic avec Pierre Mondy dans les années 90. Dès les premières pages, c'est l'évidence. L'histoire est formidable. Et quand tu travailles avec quelqu'un qui cherche des sujets ou à qui tu peux éventuellement proposer un sujet de film, c'est d'une clarté, c'est d'une évidence totale en disant c'est ça qu'il faut faire. Claude Berry, qui vient de diriger Coluche dans Le Maître d'école et qui a déjà produit quelques-uns de ses films, est le premier à qui Spielmaker pense pour adapter Ciao Pantin sur grand écran. Mais il doit faire vite. Berry est en effet à ce moment-là en partance pour suivre le tournage de l'Africain de Philippe de Broca qu'il produit. Au moment où je pars au Kenya sur le tournage de Broca, là, par la fenêtre, au moment où je monte dans ma voiture, je l'entends crier « Claude, Claude !» Je me retourne, je lève la tête et je le vois, il a un bouquin à la main, il me dit « Oh, lis ce livre, il y a un rôle formidable pour Coluche !» Il me balance le livre que je lis dans l'avion, voilà, donc... Il n'a pas été enthousiaste tout de suite. Il a réfléchi, il n'a pas eu le coup de cœur total, spontané. Mais il a eu le culot de faire acheter les droits pour bloquer l'affaire quand même, et pour éventuellement y réfléchir. Pour obtenir les droits, Claude Berry contacte logiquement Alain Page, l'auteur du livre qui est dans un premier temps assez surpris de cet appel. J'ai trouvé un coup de fil sur mon répondeur pendant les vacances, pendant l'été, et je me demandais ce que Berry pouvait me vouloir, parce que c'était pas le même univers, enfin bon, et j'ai pas rappelé tout de suite. En disant, je rappellerai à la rentrée. Et il y avait une secrétaire très énervée qui rappelait 2 ou 3 fois comme ça. Mais bon, quand même, M. Claude Berry vous demande comment se fait-il que vous ne rappelez pas. Alors j'ai rappelé quand même, et on s'est vu. Et voilà, il m'a proposé. Et j'étais extrêmement surpris que ça soit sur Ciao Pantin. C'était pas son cinéma, c'est pour ça. Mais Berry, de plus en plus motivé par l'idée de mettre en scène un Coluche comme on ne l'avait encore jamais vu, insiste et parvient finalement à trouver un accord après des négociations longtemps musclées avec Page. L'accord conclu, les deux hommes s'entendent cette fois immédiatement sur le nom de Coluche pour incarner le pompiste Lambert. Reste à convaincre désormais le principal intéressé qui a plutôt l'habitude de ne pas lire les scénarios qu'on lui propose, mais de se les faire raconter par ses proches, notamment Fred Romano, sa nouvelle compagne à l'époque. Ça a été au départ non, parce qu'il avait peur de se retrouver attrapé dans un jeu où il n'aurait pas les commandes. Mais on n'a jamais les commandes, mais si vous voulez... Et il avait passé cette expérience tellement désagréable de toute la présidentielle, de la pression qu'il y avait eu ensuite et tout, et de la sensation de s'être fait manipuler. Et là, il avait peur, encore une fois, de se retrouver dans un jeu où on allait le manipuler et où il ne serait pas à la hauteur, parce que c'était quelqu'un qui était bourré de complexes. Bourré. Mais jusque-là.
Grâce à l'aide de Didier Lavergne et Ludovic Paris, ses amis maquilleurs, Coluche va tout de même faire des essais afin de trouver la tête et le look du pompiste. Des essais qui vont peu à peu le faire rentrer dans la peau du personnage et le convaincre de dire oui. Comment tu t'appelles? Ça fait au moins 3 heures que je te parle. Je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment? Lambert. Lambert. Et toi? Bensoussan. Youssef Bensoussan. C'est sympa comme mec. Pour lui donner la réplique dans le rôle de Bensoussan, Coluche demande à Claude Berry d'engager Richard Anconina. Si le jeune acteur est encore un quasi-inconnu aux yeux du grand public, il est un ami de longue date de l'humoriste. Moi, j'ai le souvenir de Michel, d'un coup de fil de Michel, Coluche, qui me téléphone et qui me dit « C'est toi ma poule, qu'est-ce que tu penses si on passait 14 semaines ensemble, un petit film au chaud, tranquille, 14 semaines ?» Donc moi j'étais assez sidéré, j'étais quand même jeune, je débutais. Et donc moi j'étais ravi, il me dit voilà, mais je vais te passer il faudra que tu parles au metteur en scène. Et il me dit si jamais il te demande ton âge, tu montes pas plus de 22. Alors tout ça va très vite au téléphone, je fais mais le metteur en scène, il me fait ne quitte pas, je te le passe. Donc il avait dit ça à côté du metteur en scène. Le metteur en scène c'est Claude Berry, il me parle, il me dit bonjour. Bah oui, comme vous disiez Michel, voilà, on pensait à vous pour un film. Vous avez quel âge? Moi j'ai dit, écoutez, si j'écoute Michel j'ai 22, sinon j'ai 31. Pour interpréter Lola, la jeune punk dont Bensoussan va tomber amoureux, Berry pense à Agnès Soral qu'il a déjà dirigée quelques années auparavant dans Un moment d'égarement. Un matin, je reçois un coup de fil et quelqu'un me dit « C'est Claude, qu'est-ce que je suis con ?» Et je lui dis « Des Claude cons, j'en connais pas mal. » Il me dit Claude Berry, ça se précisait donc, viens au studio de Boulogne, viens faire des essais, habille-toi en punk. Je regarde vaguement des pochettes de disques, des choses, donc je me déguise avec les cheveux tirés en arrière. J'avais fait, je me souviens, une espèce de truc comme ça. Ça allait pas du tout. On fait des essais et il me dit ça va pas, tu as l'air trop en bonne santé. Mais la jeune femme ne se laisse pas abattre. Elle perd jusqu'à 7 kilos, s'immerge totalement dans l'univers punk et finit par convaincre le réalisateur-producteur de l'engager. Le rôle de Rachid est quant à lui proposé à Mahmoud Zemouri, un cinéaste et acteur algérien installé en France depuis les années 70, mais l'accord ne va pas se faire tout de suite. Berry est venu avec Jean-Pierre Assam me voir avec un scénario qui faisait à peu près 50 pages. Un petit truc de fascicule comme ça qui... Donc j'ai pas donné mon accord ce jour-là, et je lui ai dit écoute, je vais le lire et puis on en discutera. Et donc je l'ai lu tout de suite. Le lendemain ou 2 jours après, je l'ai vu et j'ai refusé de jouer. Je trouvais un peu le scénario, disons, un peu trop noir pour les uns, blanc pour les autres, et c'était un peu à la limite du racisme, quoi. Et j'en ai parlé à Berry. Franchement, je lui ai dit que ce scénario ne m'intéresse pas. Il y a toujours ce côté arabe quand même négatif et tout ça. Il faudrait quand même faire quelque chose. Donc il s'est un peu énervé en me disant que je ne suis pas raciste, je suis marié quand même avec une arabe et tout ça. Et à ce moment-là, il a décidé de le retravailler. C'est vrai que tout a été retravaillé de manière que les personnages du film sont devenus tous noirs. Et à ce moment-là, j'ai accepté de jouer le rôle. Le Quatuor est également rejoint par Philippe Léotard, célèbre acteur des années 70 et 80, que l'on a notamment vu chez Lelouch, Truffaut ou Piala, et qui endossera le costume de Bauer, l'officier de police. Pourquoi vous n'avez rien dit? Rien dit quoi? Que vous aviez appartenu à la grande maison. Vous avez pu me dire ça, monsieur l'inspecteur. C'est de l'histoire ancienne. Vous me racontez votre histoire ancienne, Lambert. Vous avez raccroché après la mort de votre fils. Vous n'êtes pas venu ici pour me parler de mon fils? Il se droguait, comme on dit, non? Et alors, quel rapport? Aucun, sûrement. Je cherche, mais j'imagine. Mais il n'y a rien à imaginer. Ne me parlez plus de mon fils. Bon, je vous promets. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je cherche à comprendre. Claude Berry se charge lui-même d'écrire le scénario, adapté du roman d'Alain Page, avec l'entière collaboration de ce dernier qui signe quant à lui les dialogues. Les lieux de tournage sont rapidement choisis par Alexandre Troner, grand chef décorateur qui a notamment travaillé avec Marcel Carné ou Billy Wilder aux États-Unis. Le film se tournera entre le 11e et le 18e arrondissement de Paris,
Du boulevard de la Chapelle, où se trouve à l'époque la station-service qui sert de décor principal, à la rue de l'Orillon, en passant notamment par la rue de Fleury et la place de la Bastille. Je le connaissais depuis longtemps, Trener, par des amis communs, et puis il avait fait les décors de la première fois. Et il y avait un côté, je dis pas une référence à Carnet, à Quai des Brumes, donc la station-service près du métro aérien. Donc j'ai fait appel à Trener. C'est Bruno Nuiten, l'un des plus grands directeurs de la photographie de l'époque, qui est choisi pour éclairer le film, pour retransmettre l'univers particulièrement froid et glauque du livre de pages. Au départ, on voulait faire ça en lumière naturelle, sans se faire repérer, se cacher dans les camionnettes, je sais pas quoi, on n'avait rien. Enfin, on n'avait pas du tout le même angle que ce qui est devenu le film. Puis peu à peu, on s'est aperçu en faisant des essais que c'était plutôt banal, ça ressemblait à, je sais pas quoi, des feuilletons. Et j'ai dit à Claude, je crois, allez, on va tout éclairer, ça va être beaucoup mieux. Et puis il a dit d'accord, bon. Et en le disant, je savais pas ce que j'avais dit, parce que c'était une galère pas possible. Bon. Mais ça a permis de restyliser tout. Je dis souvent que le même film avec un opérateur différent, c'est pas le même film. Et que souvent, c'est pas qu'on sous-estime l'opérateur cadreur. Mais en l'occurrence, avec Bruno, je trouvais normal de l'associer d'une certaine façon à la mise en scène du film. Le tournage débute le 9 mai 1983 dans une ambiance assez lourde. Coluche est en plein cœur de sa période noire, Nathalie Baye, alors compagne de Philippe Léotard, vient de le quitter pour Johnny Hallyday, Berry et Ancolina étant eux également en pleine rupture. L'équipe doit également faire avec un environnement particulièrement compliqué, notamment Bruno Nuiten, le directeur de la photographie. De toute façon, Claude, il s'était mis dans la tête qu'on allait tourner dans la rue où il y avait tous les deals de dope de l'époque, quoi. Alors évidemment, le premier soir, on allume une lampe, un électro prend une machette dans la tête, et puis ça s'est arrêté là, quoi. Et ça, c'est l'entêtement de Claude, mais ça, c'est assez génial, parce que cette menace qui pesait sur nous, parce que quand même, il y a des soirs, on recevait des bouteilles dans la tête, enfin, c'était sans arrêt, ça tombait de partout, hein. Mais Claude, à ce moment-là, il repérait, il essayait de faire repérer par la régie les types qui nous jetaient des bouteilles et les engager sur le film. Donc, il a fait taire tout le quartier comme ça aussi, parce qu'il est comme ça, Claude. Dans sa volonté de rendre le film le plus réaliste possible, Claude Berry missionne également l'acteur Mahmoud Zemouri pour recruter des consultants un peu particuliers. On est allé même à Belleville chercher des dealers, des vrais dealers, hein, que j'ai trouvé moi-même, des Tunisiens. Je me rappelle, et Claude ne connaissait pas ça du tout. Et puis, on a fait des séances de répétition et tout ça avec les vrais dealers. Comment transmettre les petits paquets, parce qu'il y a une façon très subtile pour éviter les regards, de passer le paquet de drogue à quelqu'un qui veut acheter, quoi. Le régisseur Patrick Bordier doit lui aussi faire avec un voisinage pas toujours coopératif. Alors c'est vrai que cette station-service donne sur un immeuble en briques rouges, je me souviens, où il y avait des gens qui habitaient dedans. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça les dérangeait. Et notamment au premier étage, où le type, quand il était bourré, le soir, il sortait des baffles, il les mettait sur le rebord de sa fenêtre et il mettait la sono à fond. Donc il fallait aller le voir et puis discuter avec lui d'argent pour qu'il accepte qu'on puisse tourner. Avec le son, bien sûr, on ne pouvait pas. Bruno Nuiten reste admiratif du sang-froid de Claude Berry qui finira par fédérer tout le quartier autour de lui. C'est-à-dire qu'à force de chercher comme ça, et du danger, et des personnages assez bizarres, qui étaient plutôt gênants pour le tournage, mais qu'il engageait sur le film, et qui jouaient d'ailleurs dans le film, qui ont tous un petit rôle, il a fini par provoquer quelque chose sur le plan humain qui était assez juste, quoi. Sauf qu'au milieu de tout ça, Coluche, il arrivait en dernier comme un acteur, hein. Il s'est pas amusé à jouer à ça avec nous, ça l'amusait pas du tout, hein. Non, ça c'était le truc entre Claude et moi et les techniciens qui étaient autour de Claude. C'était une façon d'appréhender la ville, d'attendre Coluche pour le mettre là où il fallait, quoi. Coluche traîne son mal-être sur le tournage à tel point qu'il reste jour et nuit dans la peau de son personnage, et ne quitte même plus son costume de pompiste. Mais Claude Berry fait tout pour maintenir une bonne ambiance entre les comédiens et l'équipe, et des fêtes sont ainsi régulièrement organisées pendant le tournage. C'était agréable, mais on a abusé sur les fêtes, quoi. Alors entre Léotard, qui était dans un drôle d'état, enfin il y avait des gens dans un état, quoi. De toute façon c'est l'époque, hein. Si sa rencontre avec Fred Romano a été salvatrice à ce moment de sa vie, le tournage de Ciao Pantin a également permis à Coluche de faire une véritable introspection, de faire une véritable thérapie grâce à Claude Berry. Tu sais, la récompense, c'est les rushs. Hein, je me rappelle quand on tournait Jean de Fleurette le soir dans le
dans une salle, une petite salle de l'église, là, du curé. On avait une double bande, mais qui était parfaite. Et on était... Les roches nous donnaient la pêche. C'est pareil, Ciao Pantin, on voyait tous les jours les roches de la veille, et de voir Coluche à l'écran, tu vois, j'étais content. Et d'ailleurs, quand il a tourné le premier plan du film, je voulais qu'on le voie d'abord de dos, et puis dans la scène, il se retournait vers la caméra. Et quand j'ai découpé, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que le film qui devait sortir au mois de janvier, j'ai tout de suite appelé le distributeur le même soir pour que le film sorte en décembre, parce que j'ai pressenti qu'il pouvait avoir le César. Enfin, le rôle lui posait pas de difficulté, peut-être presque plus facile à jouer pour lui qu'une comédie. Il était Lambert. La culpabilité qu'il éprouvait de ses relations avec sa femme, il les reportait sur la culpabilité que le personnage éprouve par rapport à son fils. Il y a eu une osmose de sa souffrance. On avait tous les deux la même souffrance, lui se séparant de sa femme et moi de la mienne. Christian Spielmaker est également un spectateur privilégié de la complicité entre Coluche et Berry. L'un cherchait à aller au cœur de l'autre pour remonter ce qu'il voulait du personnage, l'autre voulait lui en donner, mais pas trop. Il y avait ce jeu de chat et la souris, comme ça, d'aller au tréfonds de l'autre, quoi. Après 9 semaines de tournage quasi intégralement de nuit, le clap de fin est donné avec pour chacun la confirmation du sentiment d'avoir participé à la production d'un film qui ne laissera pas indifférent. Le film sort en plein cœur des vacances de Noël, le 21 décembre 1983. Si les critiques saluent enfin le talent de Coluche, le public lui offre un véritable plébiscite. Ciao Pantin parvient à cumuler au final près de 3 800 000 entrées. Le film décroche 12 nominations au César 1984 et parvient à en gagner 5, notamment 2 pour le seul Richard Anconina, meilleur espoir et meilleur acteur dans un second rôle, et bien sûr celui du meilleur acteur. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Quand j'ai pas dormi, parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner. C'est dommage que les spectateurs étaient pas tous à côté de Gainsbourg. Eh ben, nous y voilà. Pour voir Ciao Pantin aujourd'hui, le film est disponible sur support physique en DVD et Blu-ray, en VOD et en SVOD. Presque 40 ans après la sortie du film, l'interprétation de Coluche reste une référence, et Ciao Pantin n'a rien perdu de sa force. Pour en parler, je reçois mes 2 camarades de retour à l'écran. Salut Mick. Ciao. Ah, elle est bonne. Et salut Thib. Salut. Alors, parlez-moi de votre découverte du film. Eh ben écoute, je me rappelle plus trop, je crois que je l'ai vu à la télé. Ouais, ça avait été une belle découverte. Bon, j'en avais pas mal entendu parler, donc je savais un peu ce que j'allais voir, mais puis bon, moi j'étais un gros fan je suis toujours d'ailleurs un gros fan de Coluche. Pour moi, c'était la référence au niveau comique. On en reparlera, mais bon, moi, j'avais 2 références. J'avais Coluche et Desproges. Et puis, voilà, voir Coluche, pour moi, c'était des films... un mec qui me faisait rire, que j'adorais, que j'écoutais en boucle, les cassettes, etc. Donc, quand j'ai vu ce film, j'avoue que j'ai été vraiment... ça a été une grosse révélation sur le personnage, sur plein de choses, sur la vie, parce que bon, ça montre quand même pas mal de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, puis j'étais jeune, donc j'étais un peu à côté de ça, donc bon, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, ce film. Et toi, Mick ? C'est peut-être pas forcément pareil, tout ça, mais moi je l'ai découvert aussi dans les années 80. Alors je ne sais plus si c'était en VHS ou à la télé. J'ai pas un souvenir marquant du visionnage. Je me souviens de sa sortie, de Coluche au César. Voilà, il était quand même assez... C'était une figure omniprésente, voilà, et
chez tout le monde. Enfin, je pense que voilà, on aimait sa gouaille et puis ses idées et tout ça. Et mais en le découvrant, j'étais peut-être un peu jeune, j'ai pas forcément bien capté de quoi ça parlait, tout ça. J'étais plus enclin à aimer le maître d'école ou des choses comme ça que Ciao Pantin, quoi. Mais en revanche, je l'ai redécouvert à la fin des années 90 parce que, en fait, en faisant... tous les trois, on a fait l'ESRA, mais Max et moi, on l'a fait à Paris et toi, tu l'as fait à Nice, Tib, qui est une école d'audiovisuel. Et nous, on avait un prof sur Paris, un prof de mise en scène qui s'appelait Jean-François Tarnowski, qui nous a décrassé un peu les yeux en nous montrant plein d'extraits de films et en les décortiquant d'un point de vue d'analyse de l'image, de découpage, de montage, storyboard et de la psychanalyse à l'intérieur. Donc on a vu des extraits de Délivrance, Midnight Express, Duel, Amadeus, tout ça. Et puis quelques films français comme Garde à vue, Vivement dimanche ou Ciao Pantin, en fait, justement. Et comme il avait... moi j'aimais beaucoup ce professeur-là qui est décédé depuis, que ce film-là restait un petit peu vaguement dans ma mémoire. Je l'ai revu à l'occasion, une fois qu'il nous en avait montré les qualités, on va dire. Et je l'ai revu. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le film pour ce qu'il représentait. J'avais déjà plus de 20 ans. Et j'ai mieux saisi les tenants et les aboutissants, donc ça m'avait bien plu. En revanche, je l'avais pas revu depuis cette époque-là, et je l'ai redécouvert pour l'occasion, puisque avec ton Express, Max, et je vous dirai après ce que j'en pense aujourd'hui, quoi. Et toi, Max, comment tu l'as découvert exactement ? Alors moi, je l'ai découvert en VHS, c'était au milieu des années 80, je venais d'avoir mon premier magnétoscope, et les premiers films que j'ai loués, en fait, j'avais loué tous les Coluche, en fait, que j'avais pas vus. Comme toi, Tib, j'étais un grand fan de Coluche, et chez mes parents, notamment mon père, était un grand fan de Coluche. Et donc je m'étais mis en tête de louer toutes les cassettes, tous les films dans lesquels jouait Coluche, qui étaient tous produits par Claude Berry, pour certains réalisés, notamment Le Maître d'école, j'en parlais, et Ciao Pantin, bien sûr. Et ils étaient tous sortis chez un éditeur vidéo qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, Thorn EMI, on disait Thorn EMI à l'époque. Thorn EMI, c'est ça. Mais voilà, et donc tous ces films-là étaient sortis chez cet éditeur, et donc j'avais loué La femme de mon pote, Le Maître d'école, je l'avais vu en salle à l'époque, mais je l'avais revu, Banzai, 2 ans moins qu'avant le Jésus-Christ, et donc j'avais loué aussi Ciao Pantin, et forcément à la fin j'étais à la fois déstabilisé, mais j'avais pris quand même une sacrée claque, parce que c'est un film quand même très très marquant, qui reste encore aujourd'hui assez marquant pour plein de raisons, et par rapport à, on en parlera, mais son ambiance, sa photographie, sa mise en scène, et voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert à l'époque. Et c'est un film que je revois assez régulièrement, c'est pour ça que j'ai choisi de le remettre en lumière, même si c'est pas forcément un film qui a besoin d'être remis en lumière, parce qu'il passe régulièrement, tout le monde le connaît ce film-là, et il reste très connu encore aujourd'hui, pour plein de raisons, mais j'avais envie d'en parler, et aussi parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la drogue ? Ça va pas, non ? Quoi, c'est un joint ? Quoi, un joint ? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein ? Non, mais ça va pas la tête ou quoi ? Qu'est-ce qui te prend ? T'as vu ce que tu t'enfiles toutes les nuits, toi ? T'as vu avec quoi tu te shootes tous les jours ? Tu parlais de l'image, justement. Moi, j'avais souvenir, justement, d'un film un peu terne... pas très joli en fait, tout ça, et puis là en le revoyant, j'ai revu la copie qui a été restaurée là en 2014 par Pathé. Et ouais, les joies de la VHS. Bah ouais, c'est ça en fait, hein. Et là dans une restauration 4K avec une autre colorimétrie, en fait c'est assez coloré et tout ça, une belle utilisation des verts et des rouges, etc. J'ai aussi redécouvert son visuel que je trouve vraiment très très chouette. Quelque part ça me rappelle un peu certaines BD en fait, étrangement, même si c'est pas du tout les bons coloris, etc., mais dans les cadrages et tout ça, moi ça me fait penser un peu à ce que fait Tardy quand il adapte Manchette en bande dessinée. Il y a un petit côté comme ça, enfin, peut-être que j'hallucine complètement, mais je les rapproche tous les deux. Pourquoi pas, non ? Mais en tout cas, en termes d'image, oui, t'en parlais dans la première partie, Max, mais voilà, Bruno Nuiten, c'était quand même... The Chef-Op, hein, voilà, c'est le chef-op des valseuses, de Garde à vue, de Possession, voilà, il a fait aussi La vie est un roman de René, tout ça.
Et après, justement, Ciao Pantin, il va faire Jean de Florette, Manon des Sources, tout ça. C'est un gros chef-op. Et puis, il passe aussi à la postérité, comme le réalisateur aussi de Camille Claudel, avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. C'est assez graphique. Il y a un petit côté presque, parfois un peu théâtral, qui faisait hyper moderne à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul de l'âge, il y a un petit côté un peu théâtral que je trouve vraiment très très chouette. Et je me suis dit aussi qu'aujourd'hui, on filme plus vraiment de la même manière en fait. C'est pas qu'une histoire de filmage de Berry, etc. C'est vraiment la manière de filmer qui a vraiment changé. Parce qu'on est vachement en plan large. Il y a beaucoup de séquences qui sont un peu longs, enfin de plans qui sont longs, avec des plans larges, etc. Qu'aujourd'hui on ferait instinctivement beaucoup plus proche des comédiens et beaucoup plus serré, avec une utilisation du son très différente. Moi j'aime bien aussi revoir aussi ces films-là, parce que ça me ramène aussi à un autre type de filmage qui n'est plus standardisé comme on l'a un peu aujourd'hui, même s'il y a des super belles choses aujourd'hui. Mais il y a ce petit truc, cette petite patine que j'aime bien. Et au-delà de ça aussi, retrouver un Paris du début des années 80. Il y a un petit charme que j'aime dans ces films-là. On en parle des fois souvent off, mais voilà, il y a ce petit truc-là que j'aime bien, moi. C'est un personnage à part entière, ce quartier entre le 18e et le 11e arrondissement. Enfin voilà, on est dans un quartier spécifique de l'Est parisien qui a été depuis complètement transformé, qui a été réhabilité, enfin qui est complètement différent aujourd'hui. D'ailleurs, je vous conseille la page Facebook qui s'appelle Panam Urbex. C'est des gens qui retournent sur les lieux de tournage à Paris et qui font le comparatif en fait entre les plans qu'il y a dans certains films et ce qui est devenu le quartier aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai que ce filmage un peu en plan large, c'est parce que vraiment ce quartier a vraiment un rôle à part dans le film. Le travail de Bruno Nutten a été important, comme il le dit plus tôt dans les interviews qu'on entend plus tôt dans l'épisode. Au départ, il voulait garder une lumière naturelle pour garder une authenticité autour de ça. Et puis ils se sont rendus compte que le rendu était justement que ça aurait donné un rendu vraiment dégueulasse. Et donc il a décidé de tout éclairer au néon. Et donc c'est pour ça que c'est très coloré finalement, parce que tout a été éclairé au néon. Et alors il a galéré, il le dit lui-même. Mais au final, je suis assez d'accord, ça donne un rendu assez spécial avec une ambiance assez particulière et voilà, ça fait un film quand même assez visuellement en tout cas assez intéressant encore aujourd'hui. Ça donne, moi je trouve que ça me donne un effet un peu docu presque, mais quand même, et même j'irais plus loin, on dirait presque un film filmé un peu en sous-marin, genre planque de flic, ou avec des plans où on est un peu éloigné, ou justement un peu l'éloigné de ce qui se passe, et comme si on regardait ça comme des flics en planque à certains moments et tout. Il y a ce côté vraiment docu, et voilà, c'est le mot que j'ai envie d'employer, sous-marin, quoi. Ce film et le livre qui en tirait, c'est aussi la peinture d'une époque. D'ailleurs, Alain Page, il en parle très bien. Elle baigne dans l'atmosphère des années 80, effectivement, dans un univers qui change. 15 ans avant, on n'aurait pas pu écrire cette histoire-là. Bensoussan n'existait pas dans notre environnement social. C'est-à-dire ce sont des personnages qui se sont installés entre 75 et 80, et donc dans les années 80, s'est imposé ces univers-là. Je pense c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, dans cette petite période, et les choses elles n'étaient pas comme ça avant, et elles ont énormément changé. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se rajouter là-dedans, alors que là on reste finalement quand même assez léger. On parle de certaines choses plus que dans certains films avant, mais on reste quand même en surface de certaines choses. En fait, oui, on dit léger, etc., mais c'est quand même le sujet du film est quand même assez plombant, quoi. Assez dur. Ouais. Ah ouais, non, carrément dur. Il est basé sur la psychologie des personnages qui sont tous des paumés, quoi. Il y en a pas un qui va bien dans sa vie. Même Léotard là qui joue Bauer, il transpire tout le temps, il est tout le temps avec son mouchoir en train de s'essuyer. On a l'impression qu'il a une maladie ou qu'il est pas à l'aise, ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Agnès Soral qui est juste géniale dans le rôle, etc. Pareil, c'est une paumée aussi. On a une collection comme ça de paumés qui se rencontrent, qui se croisent. Pour en revenir au contexte, il faut pas oublier qu'on est donc en 1900. Le film est tourné en 83. On est en 83. C'est le tournant de la rigueur en fait. C'est le début d'une crise économique aussi en France. Et donc le film s'inscrit aussi dans un contexte à l'époque vraiment particulier où la France va pas très bien. C'est sûr qu'elle va beaucoup mieux maintenant. ça c'est un autre sujet, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais oui, mais clairement à l'époque
déjà, on était dans une... Ouais, il y avait une récession qui débutait. Enfin voilà, c'était tout le début du programme de Mitterrand, en fait, il s'est vite avéré que ça a été compliqué. Donc il y a eu une rigueur en 83 et donc le pays était vraiment plongé dans une crise économique. Donc quelque part aussi, c'est le reflet aussi d'une époque... on n'est pas dans les années 80 qui vont suivre un peu plus tard, un peu pop, un peu coloré, un peu fluo. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans les années 80, quelque part presque plus réel finalement, plus noir que le souvenir qu'on en a encore aujourd'hui. Un mot aussi sur le montage du film, parce qu'en fait le monteur c'est Hervé Deleuze, c'est un peu une des stars du montage en France. Hein. C'est avec lui il avait monté, avec Berry il avait déjà monté Le Maître d'école, hein. Puis il va monter par la suite Jean de Florette, Manon des Sources, puis tout le reste, hein, Uranus, Germinal, Lucie Aubrac, tout ça. Il va avoir 3 Césars, dans sa carrière, hein, pour On connaît la chanson, On ne le dit à personne, et puis The Ghostwriter. Et bon, après, il va avoir une grosse collaboration avec Polanski, avec aussi Piala, Podalides, Desplechin et tout le bazar. Et en fait, sur Ciao Pantin, moi, je trouve que le film, il est... on s'ennuie pas, en fait. C'est assez étrange, parce que si on regarde bien, juste comme ça, si on décortique le film, finalement... il y a des séquences où il ne se passe pas grand-chose. On voit Coluche, il est là, il est assis, il a le regard dans le vague, etc. Il y a plein de plans comme ça. Ah, c'est plein de moments de silence et des moments où ils sont là, ils se regardent. Et ça devrait être chiant. Oui. Normalement, le truc, c'est... il y a une tension qui est mise par un peu les dialogues, les sous-entendus, les regards, les comédiens, évidemment, l'axe des caméras et tout le bazar. Mais je pense aussi que le montage, il n'y a pas de gras. Il n'y a vraiment pas de gras. C'est ce qui fait qu'on ne s'emmerde pas en voyant le film et que malgré les situations un peu silencieuses où il n'y a pas forcément de sound design pour accompagner, pour mettre de la lourdeur et tout ça, ça fonctionne très très bien. Et je pense aussi qu'on doit ce rythme-là aussi à Hervé Deleuze. Je pense que c'est un équilibre en fait entre la mise en scène, le montage, le jeu des acteurs malgré tout, parce que rien que la présence de Coluche, rien que sa présence en lui-même, et même le jeu d'Ancolina aussi, les regards, les jeux de regard qu'il a, son regard un peu perdu, cette jeunesse un peu fougueuse et en même temps ce regard un peu perdu. Et on n'en a pas parlé, et l'équilibre il est aussi par rapport à la musique de Charlie Couture, qui signait là sa première BO et qui était aussi, qui est toujours d'ailleurs peintre, et donc là c'est sa première BO et il amène une musique qui est assez sombre, assez spéciale, mais qui colle parfaitement et qui donne, enfin voilà, je pense que c'est vraiment un équilibre parfait, artistique parfait pour moi ce film. C'est ça qui fait un bon film en fait. Quand les nuits sont trop longues, quand le sang tourne en rond. Eh bien merci messieurs, c'est là que s'achève cette formule express consacrée à Ciao Pantin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut Mick. Ciao. Et salut Tib. Salut et salut Max. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.